Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à la Bastide d'Armagnac, plus précisément la chapelle Notre-Dame des cyclistes, un lieu emblématique pour tous les amateurs de la Petite Reine. Car le Tour de France débute demain et nous serons place de la Fontaine Chaude à Dax, mardi 4 juillet, pour suivre en direct les coulisses de la 4e étape. En plus des nombreux invités en plateau avec nous, vous découvrirez en exclusivité des extraits de l'interview du lévrier des Landes, André Darrigade. On vous attend nombreux le mardi 4 juillet à partir de 10h15 sur les chaînes YouTube et Facebook de Solidax. Bonjour, je m'appelle André Darrigade. Bienvenue sur Solidax. Cela faisait 20 ans que Dax n'avait pas été le théâtre d'un départ d'étape et de nombreuses festivités sont au programme pour l'occasion. Nous sommes donc en direct pour vous faire vivre cette journée exceptionnelle ici à Dax en attendant le départ de la caravane du Tour et nous vous retrouverons dans l'après-midi pour une arrivée d'étape des plus originales sur le circuit de Nogaro. Pour cette journée spéciale, nous avons décidé de vous faire remporter un polo officiel du Tour de France ainsi que 2 coffrets des Madeleine Lamotte. Et pour participer à ce concours, c'est simple. Rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram de Solidax. Vous y trouverez ce soir une publication dédiée au concours. Il vous suffira alors de vous abonner à notre page si ce n'est pas déjà fait, puis de mentionner 3 amis en commentaire. Le tirage au sort aura lieu dans la semaine et un gagnant sera tiré donc au sort parmi tous les participants. Donc bonne chance à toutes et à tous. Alors sans plus tarder, je vous propose d'accueillir notre premier invité du jour, Kevin Lossu, avec qui nous allons parler histoire. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors vous êtes historien, on va revenir avec vous sur les liens historiques entre la ville de Dax et le cyclisme, et tout ça grâce à des archives exceptionnelles. Vous avez notamment en votre possession 2 photos qui documentent une course cycliste dans les années 20. On regarde ça. Alors, il faut imaginer ces collections de photos, je ne les possède pas personnellement, elles sont issues de collections notamment de la Société de Borda. Elles donnent à voir les liens initiaux de Dax avec le cyclisme. Il faut savoir que cette histoire, elle remonte à l'année 1902. À cette époque-là, la première course vélocipédique a été instaurée à Dax. Il s'agissait à l'époque du championnat de la ville de Dax. Donc un lien assez ancien finalement qui a motivé, il faut le savoir, la création de l'USD. À l'époque, l'USD est né donc en 1904 de la volonté de l'ancien président Léon Gissia, l'ancien président de l'Union donc du Vélos Club de Dax. Et il avait proposé tout simplement de fusionner toutes les sociétés sportives de la ville dans l'idée de pouvoir en créer une. C'est la naissance de l'USD, on est là en 1904. Parmi ces sociétés, il y avait évidemment des sociétés de sport, parmi lesquelles évidemment du vélo. Et on s'est proposé alors de créer un vélodrome pour pouvoir accueillir ces courses. Ce vélodrome, il va avoir cours donc dès l'année 1904 sur le champ de Cuyès. C'est là où se trouve aujourd'hui le lycée de Borda. Et grâce à un accord avec la ville de Dax, un loyer infime va être proposé chaque année pour permettre à l'USD tout simplement de pouvoir pratiquer l'un de ses sports favoris, notamment en dehors du rugby, c'était le vélo. Et le vélodrome de Cuyès, qui va ouvrir ses portes en 1905, va vraiment être un très haut lieu de la vie sportive dacquoise, avec notamment l'arrivée des grands tours qui vont se dérouler en fanfare sur les pistes de ce vélodrome, qui aussi a vu défiler certaines gloires comme évidemment André Darrigade, qui fait partie de ces grandes célébrités. Beaucoup d'anciens Dacquois se souviennent justement de la magie de ce lieu et de l'ambiance
terrible tonitruant qui se déroulait justement dans l'enceinte de ce vélodrome de Cuyès, qui a disparu lorsque le lycée de Borda donc, a été créé à partir des années 60, entre l'année 62 et l'année 64. Ce vélodrome a laissé place à un bâtiment notamment dans lequel j'ai pu faire mes cours de mathématiques et de langue. Voilà pour cette première partie, et les photos que vous avez pu voir défiler, elles nous remontent justement à l'année 1920, où une course cycliste est arrivée ici devant la Fontaine Chaude en direction de l'ancien casino de Dax, qui était l'établissement Dax Saint-Intermal à l'emplacement du Splendide. Et on voit d'ailleurs dans ces photos toute la ferveur du public autour de la petite reine. Et alors justement, nous allons voir ensemble des photos datant maintenant de 1968. Alors effectivement, une nouvelle découverte que j'ai eu l'occasion de faire, cette fois-ci dans les archives d'un photographe bien connu de Dax, en l'occurrence Philippe Salvat. Il s'agit là de photos assez remarquables qui nous permettent de nous plonger justement cette fois-ci, bien des années plus tard, dans cette ambiance du Tour de France. Alors ici, ce n'est pas une arrivée du Tour de France ni un départ, on est plus exactement à un moment de passage. Plus exactement, on est là en 1968, le 8 juillet, lors d'un passage entre l'étape de Bordeaux à Dax, 161 km, et nous voyons ici les coureurs cyclistes défiler le long de l'avenue Georges Clemenceau. Alors à cette époque-là, évidemment, l'ambiance était un petit peu différente de nous aujourd'hui, les transmissions de direct n'étaient pas du tout les mêmes, et c'était surtout, avant tout, une expérience de terrain. Là, les habitants ou tous les passionnés venaient effectivement, comme c'est encore le cas aujourd'hui, s'amasser le long des grilles, mais des choses plus amusantes puisque même les villas que l'on voit autour de l'avenue Georges Clemenceau servaient finalement de support pour pouvoir voir les coureurs. On verra sur certaines photos justement certains qui s'agrippent aux grilles ou qui montent sur les piliers. C'est une ambiance assez amusante. On voit ici le stand, effectivement aussi, on l'a vu défiler, le stand UNA, un certain nombre de partenaires de l'époque, alors certains qui n'existent plus, et avec aussi évidemment cette caravane qui distribuait les prix et qui faisait la joie des enfants, avec d'autres aussi prix qui n'existent plus aujourd'hui, je pense notamment au prix Critérium ou des choses comme ça, qui récompensaient aussi pour les élèves des classes, et qui donnaient donc des prix, des distributions de prix. C'est des photos assez exceptionnelles que j'ai eu l'occasion de trouver sous forme de diapositives ou de négatifs, qui ont été réalisés par un photographe important de Dax, qui était le photographe Raymond, et qui heureusement ont échappé à la destruction pour ces documents. Enfin, c'est un document rarissime que vous nous avez apporté et que vous allez commenter pour notre plus grand plaisir et celui des téléspectateurs. Un film couleur datant des années 50 cette fois-ci. Tout à fait. Alors là, c'est vraiment une première et c'est une découverte que je suis particulièrement ému de pouvoir vous présenter, puisqu'il s'agit là de la première archive en couleur, en Kodachrome plus exactement, permettant de retracer l'arrivée d'un Tour de France à Dax. Parmi les plus vieilles archives qui existent, donc dans les Landes, même en Kodachrome. Nous sommes là très exactement donc en 1958. On est là le 7 juillet 1958. C'est l'arrivée du Tour de l'étape donc de Bordeaux à Dax. Et nous allons découvrir sur ces images, parmi les vainqueurs, on va surtout découvrir André Darrigade. Il s'agit là d'un de ses premiers hauts faits de gloire. On est là devant les marches de l'Atrium, vous le remarquez. Alors on voit les parasols du Bouillon Cube à l'époque, et évidemment tout ce défilé de la caravane avec des voitures prestigieuses, Radio Monte Carlo qui vient défiler, un certain nombre aussi d'autres enseignes importantes. On voit qu'à cette époque-là, les normes de sécurité n'étaient pas celles d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, les coureurs étaient au contact des habitants et des supporters. Là, ils vont se diriger vers l'Atrium et on devine André Darrigade qui arrive avec son gilet, donc la fameuse chemise jaune, le maillot jaune, qui se dirige donc vers l'Atrium pour enregistrer son arrivée. C'est un moment où là André Darrigade il est nimbé de gloire, c'est un moment très fort aussi de sa carrière. Il faut savoir qu'André Darrigade, qui est originaire donc de Narros, lui il va être tenancier à partir de cette époque-là. Il va commencer cette longue ascension des victoires, 22 victoires. La première en 1953, il a 24 ans. La dernière en 1964. C'est un moment où aussi André Darrigade, pendant 19 jours, va tenir justement le maillot jaune. Donc un moment très très important aussi pour lui et pour aussi l'histoire de Dax. Alors, vous nous parlez d'André Darrigade, justement, nous avons eu l'occasion de le rencontrer et vous pourrez découvrir tout au long de cette émission des extraits exclusifs de cette interview. Kevin Lesu, on ne peut pas parler de l'histoire de Dax et du Tour de France sans évoquer du coup cette figure locale, immense champion de cyclisme. Et donc je vous propose de découvrir ce premier extrait tout de suite. Il nous parle de ce qu'il considère comme étant son plus grand exploit.
j'ai quand même oublié de vous dire que j'ai gagné le Tour de Lombardie en 1956. Et j'ai gagné le Tour de Lombardie, c'est une de mes plus belles arrivées. J'ai gagné devant Coppi, deuxième, troisième Magny, Fiorenzo Magny, quatrième Van Looy, cinquième Albani qui était champion de Magny, sixième Bobet et tout le peloton, quoi. Et gagner en Italie devant Coppi et Magny, ça a été pour moi... Et 15 jours après, il y avait le trophée Baracchi. Et je l'ai couru avec le Suisse Rolf Graf. C'était une course contre le monde de 120 km, Bergame-Milan. Et j'ai gagné encore devant Coppi Filippi. Et ça a été en Italie, ça a été ma consécration, quoi. Ça, c'est un très grand souvenir pour moi parce que c'est peut-être le plus beau souvenir de ma carrière. J'étais en 8e position encore à 200 mètres de la ligne d'arrivée et je viens sauter à tout le monde. Merci beaucoup, Kevin Lossu, pour tous ces éclairages et ces images exclusives. Avec grand plaisir. Merci à vous et merci à Solidax. Merci beaucoup. Une histoire entre Dax et le vélo qui continue de s'écrire aujourd'hui avec cette belle fête pour le départ de la 4e étape. Nous allons nous éloigner temporairement du sport et du cyclisme pour nous attarder sur d'autres talents locaux. Autour de la table, ce sont 3 invités avec des spécialités bien... Pardon, les aléas du direct, je me perds dans mes fiches. Avec des spécialités bien distinctes. Honneur aux dames avec Dominique de Thomas des ateliers Nectou qui va nous parler du savoir-faire mondialement reconnu dans la fabrication de comptoirs en étain. Alors, j'attends les invités qui devraient normalement rentrer en plateau. Vous pouvez venir. Oui, on vous attend. Alors, vous pouvez vous placer juste ici. Voilà, nos invités arrivent. Et oui, notre dernier invité qui arrive. Donc, je vous les représente. Donc, Dominique de Thomas des ateliers Nectou qui va nous parler du savoir-faire mondialement reconnu dans la fabrication de comptoirs en étain, les fameux zinc. Ils sont fabriqués ici, à Dax. Bonjour Dominique. Bonjour Alain. À vos côtés, l'hôte de ces lieux, Vincent Delfour, des Madeleines Lamotte, qui nous reçoit en grande pompe devant sa boutique et nous permet d'être au plus près de l'action de cette journée exceptionnelle. Merci et bonjour Vincent. Et notre trio d'invités est complété par Jérémy Loyer, meilleur ouvrier de France barman 2023, spécialiste dans les secteurs de la mixologie et des spiritueux à travers sa société Bon Buvant. Bonjour Jérémy. Merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. Vous représentez à vous 3 une part de l'excellence landaise que nous sommes très heureux de promouvoir aujourd'hui, alors que le département rayonne dans le monde entier avec cette étape du Tour de France. Dominique de Thomas, expliquez-nous ce que sont les ateliers Nectou. Alors les ateliers Nectou, oui, pour vous parler dans le micro. Sont les spécialistes du comptoir en étain, qui ont été donc les ateliers Nectou ont démarré en 1930 à Paris, rue de Charonne. Hop, je voulais juste parler un petit peu plus dans votre micro, parfait. Merci. Donc on est le spécialiste du comptoir en étain. Donc fondé en 1930 par Marcel Nectou à Paris et installé à Dax depuis 2011. Voilà. Alors, vous êtes parti. Voilà, parfait. Vous êtes rendu à l'Elysée pour la 3e édition de la grande exposition du Fabriqué en France. Après ce retour de l'Elysée, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? Alors, tout à fait. Donc, effectivement, depuis 3 ans, l'Elysée organise une exposition du Fabriqué en France donc à l'Elysée. Le principe de l'exposition, c'est de sélectionner uniquement des entreprises où les produits sont inventés, fabriqués en France et pour mettre en avant l'excellence du savoir-faire français. Cette année, alors ça fait donc la 3e année consécutive que cela existe et cette année l'accent était mis autour de la transition écologique et de la transmission du savoir-faire, donc de la mise en avant du savoir-faire français. Vous nous parlez de savoir-faire, c'est un savoir-faire assez unique que vous proposez. Tout à fait, donc nous sommes, les ateliers Nectou, nous sommes uniques en France, nous sommes 2 en France et uniques dans le monde. C'est un savoir-faire qui se transmet depuis
3 générations qui s'apprend uniquement aux ateliers. Il n'y a pas de formation pour fabriquer des comptoirs en étain et c'est vraiment on utilise des outils d'antan, un procédé de fabrication unique en France. Et vous avez quelle clientèle, puisque le zinc c'est plutôt français? Tout à fait. Alors, ça peut aller du petit bistrot à des grands restaurateurs comme Ducasse, Camp de Borde à Bordeaux. On a aujourd'hui 40% de la fabrication qui est exportée à l'étranger, États-Unis, Asie, Moyen-Orient. Donc, on est une clientèle vraiment très variée, du petit bistrot aux grands hôtels. Et est-ce que vous êtes une entreprise qui recrute? Alors, nous venons de recruter deux nouvelles personnes qui sont intégralement formées au sein des ateliers. D'accord. Eh bien, merci à vous, Dominique, d'avoir été avec nous. Je vous laisse vaguer à vos occupations. Merci beaucoup. Notre prochain invité est Jérémy Loyer. Alors, bonjour Jérémy. Vous avez peut-être l'habitude de travailler vous aussi sur ces zincs. Pouvez-vous nous expliquer rapidement qui vous êtes, votre parcours et comment vous êtes arrivé jusqu'au titre de meilleur ouvrier de France? Bonjour, merci pour votre accueil. Du coup, Jérémy Loyer, mon toit de naissance, landais de naissance du coup, on va faire plus simple pour pas qu'il y ait de conflit. Moi, je suis barman du coup, et voilà, donc c'est mon métier. Donc j'ai décidé il y a quelques années maintenant, plus de 15 ans en arrière, de préparer quand je me sentirais prêt concours meilleur ouvrier de France. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai fait et que j'ai réussi à obtenir au mois de décembre dernier avec une remise la semaine dernière à la Sorbonne, une remise officielle de mon diplôme, de ma médaille et de ma veste. Voilà. Donc vous, votre spécialité, c'est la mixologie. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je vais vous réaliser un cocktail, peut-être vous l'expliquer d'abord. Oui. Je vais travailler un cocktail que j'ai nommé Ode au raisin. L'idée, c'était de mettre en avant les produits de la région. Donc on va travailler sur une base d'Armagnac, une blanche Armagnac, c'est-à-dire un Armagnac qui n'a pas du tout vieilli en fût de chêne. Là, on est sur le Armagnac du Gers, de la maison Arton. On a un verjus, donc le verjus, c'est un jus de raisin vert qui va apporter un petit peu d'acidité, qui va remplacer le citron. Donc là, on travaille sur les verjus du Sirorac dans le Périgord. J'ai fabriqué un sirop de raisin maison à base d'uni blanc, qui est un des cépages majoritaires qu'on retrouve dans l'Armagnac. Et ensuite, on aura un petit spray de fleurs de vigne. Donc pourquoi Ode au raisin? Parce qu'on tourne autour des produits que du raisin. L'Armagnac est une eau de vie de raisin. On a ici du coup du jus de raisin un petit peu acide, un sirop de raisin et de la fleur de vigne. Donc voilà, c'était l'idée de tourner tout autour de ces produits-là. Très bien. Allez, eh bien, on vous regarde. Alors j'en profite pour vous poser quelques questions en même temps pour en savoir un peu plus. Donc vous avez fondé Bon Buvant, c'est quoi et ça s'adresse à qui? Alors je vous laisse le micro pour qu'on puisse vous entendre. Du coup, Bon Buvant, c'est une société que j'ai créée qui défend cette notion de savoir mieux boire. Alors savoir mieux boire, ça veut dire peut-être mieux en qualité, un peu moins en quantité, plus en qualité. L'idée c'est d'avoir une société en fait qui soit spécialisée dans l'univers de la mixologie et des spiritueux et qui permette d'accompagner les entreprises sur du développement, sur la création de cartes de cocktails, sur la formation de personnel, mais également de pouvoir faire des ateliers pour des particuliers autour de cet univers de la mixologie. Voilà. D'accord. Et où peut-on goûter ces cocktails? Ces cocktails, on peut les goûter dans plusieurs établissements partenaires avec lesquels je travaille. Notamment en ce moment, il y a l'hôtel Saint-Julien à Biarritz pour lequel j'ai signé une carte. Il y aura très prochainement un hôtel à Bordeaux qui s'appelle le Grand Hôtel Français qui va ouvrir également un bar à cocktails. Voilà, c'est des établissements dans lesquels on peut goûter ces créations. Ensuite, si vous voulez goûter les créations de Bon Buvant, le plus simple c'est les ateliers cocktails qu'on va bientôt relancer. La possibilité aussi que moi je me déplace chez les clients et chez les particuliers pour faire des soirées. Voilà, c'est toute cette partie-là sur laquelle on peut éventuellement goûter les cocktails. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous êtes en train de faire? Du coup, j'ai commencé par mettre mon sirop de raisin. Là ensuite je mets le verjus, donc un jus de raisin un petit peu acide pour remplacer le citron. Et je vais terminer avec la blanche Armagnac, donc un Armagnac blanc non vieilli. Ensuite, on va mettre
Je mets quelques petits traits d'une solution qui permet en fait d'avoir une émulsion et une jolie colorette de mousse. Voilà, c'est un humidifiant naturel. Est-ce que vous avez un ingrédient secret? Voilà, il n'y a pas vraiment d'ingrédient secret. Et dans cette recette-là, l'ingrédient qui peut être intéressant et un peu diversifiant, ça va être l'eau de fleur de vigne. La fleur de vigne a une particularité, c'est que la floraison se fait très rapidement et très courte en fait. Et moi, du coup, j'ai récupéré ces fleurs quand on en fait infuser et avec laquelle, du coup, j'ai fabriqué une eau de fleur de vigne qui va venir parfumer le cocktail. Peut-être dans cette recette-là, on pourrait parler d'ingrédients secrets avec celui-là. Si vous voulez. Là, j'enlève l'eau de mes verres que j'ai rafraîchis. Et maintenant, on va venir shaker le mélange. Là, on a une jolie mousse sur le cocktail. Vous allez pouvoir le voir dans les verres. Avant de servir, je vais juste venir parfumer mon verre du coup avec ce spray, du coup, donc l'eau de fleur de vigne. Il est très parfumé. Peut-être que vous pouvez déjà faire une idée. Ah oui, effectivement. Faire peut-être une idée du parfum qu'on retrouve dans le verre. Voilà, ça c'est la fleur de vigne. On va goûter. Déjà, à première vue, ça donne très envie. Pardon? À première vue, ça donne très envie. Et voilà. Et voici du coup voici l'eau au raisin. Je vous laisse goûter le cocktail. Alors, bonne santé. Délicieux. Délicieux, félicitations. Merci, c'est très gentil. Voilà, donc un cocktail qui met en avant l'Armagnac, voilà, c'est important. On est sur une terre d'Armagnac ici, dans les Landes et le Gers. Et la blanche est un produit qui est intéressant à utiliser en cocktail. Moi, j'aime beaucoup le mettre en avant, donc c'est ce que je fais. Et là, vraiment, on a voilà, un cocktail tout autour du raisin avec plusieurs étapes de fabrication du raisin, donc c'est intéressant. Bien, merci Voilà. beaucoup, Jérémy, pour Avec ce plaisir. cocktail. C'était Merci. délicieux. Enfin, c'est à votre tour, Vincent Delfour. Donc, nous sommes, comme je le disais, devant votre boutique des Madeleines Lamotte. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre maison et sa spécialité? Bon, même si on a quand même un indice dans le nom. Bien sûr. Mais tout d'abord, merci de votre invitation, puis bienvenue à vous tous sur notre terrasse, donc de notre boutique des Madeleines Lamotte de Dax. Alors peut-être un petit retour en histoire. La maison Lamotte existe depuis le début du siècle dernier. Au départ, c'était une boulangerie qui était tenue par un Gustave Lamotte et qui a eu un fils au début du siècle dernier qui s'appelait Albert et qui était un véritable génie pâtissier. Vous êtes le génie des cocktails, lui c'était un génie pâtissier. Donc la maison Lamotte, à travers ses pâtisseries, a régalé des générations entières de Dacquois, on allait dire les 100 dernières années. La spécialité, la vraie spécialité de la maison Lamotte, c'était la Madeleine Lamotte. Alors la Madeleine Lamotte, en fait, c'est une madeleine assez particulière, je vais vous la présenter un peu plus tard peut-être. C'est une madeleine qui a été vendue beaucoup dans l'ancienne boutique de la maison Lamotte qui était rue Victor Hugo, à côté de l'ancien hôpital. Il y avait une espèce de tradition à Dax qui faisait que quand on allait visiter un malade à l'hôpital, on lui amenait une boîte de Madeleine Lamotte. Pour différentes... Alors moi, quand j'étais jeune, j'ai été shooté par ma grand-mère véritablement avec ces madeleines. J'ai été bercé, choyé par ma grand-mère pendant 40 ans, jusqu'à que la maison Lamotte ferme en 2003. Péché de gourmandise ou de nostalgie, à l'époque je travaillais en Asie, je ne me suis pas résolu à ce que la maison Lamotte ferme, et donc même si c'est pas du tout mon métier, je ne suis pas pâtissier et je ne sais pas les faire, mais je me suis décidé à racheter cette affaire parce qu'il y avait un problème de succession, il n'y avait personne pour le reprendre. Donc j'ai repris l'activité des Madeleines de Lamotte et je l'ai relancée en 2005. Et nous avons installé cette boutique ici, au cœur de Dax. Le Tour de France part de la Fontaine Chaude. Nous sommes installés vraiment au cœur de la ville, au sens affectif du terme.
Donc c'est un super emplacement. Alors la Madeleine de la Motte, si vous la regardez, là on a une petite boîte devant vous. On va peut-être la montrer vers la caméra. C'est une madeleine qui est très originale par son look. D'abord, elle est belle parce qu'elle est toute blonde, elle a un petit craquant en surface. Donc, c'est une madeleine qui est très esthétique. Elle est très généreuse parce qu'elle était assez grosse quand même. Il faut 3 à 4 bouchées pour la manger complètement. Et elle est très gourmande. Pourquoi? Parce qu'au-delà des ingrédients de base que sont la farine, le sucre et les œufs, c'est plein de poudre d'amande et de beurre. Donc, ça en fait un produit très moelleux, très gourmand, et qui en fait se démarque complètement de plein d'autres madeleines qui peuvent exister sur le marché. Donc voilà, donc en fait, la Madeleine La Motte, c'est le produit phare de la maison. Hein, on est monoproduit, on ne vend que ça ici en terrasse, enfin dans notre boutique. Alors même si on sert ici ou là un café Madeleine ou une boisson Madeleine, on va peut-être pouvoir servir vos cocktails Madeleine comme accompagnement parce que c'est très bon. C'est bon avec le café, c'est bon avec des glaces, c'est bon avec des fraises. Voilà un peu l'histoire de la Madeleine La Motte et de notre implantation ici à Dax. Bien, merci beaucoup. On ne manquera pas de goûter à vos madeleines. Avec plaisir. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous et d'avoir pu mettre en avant toute une palette de produits et de talents locaux. Alors tout de suite, écoutons tout de suite Catherine Dupéra, une de nos partenaires du jour, avec sa société Talent et Performance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Catherine Dupeyra, ma société s'appelle Talent et Performance. Après plusieurs années d'expérience dans les ressources humaines, mon entreprise propose un accompagnement aux entrepreneurs et aux entreprises du territoire qui connaissent des difficultés dans le cadre de leur croissance. J'ai 3 offres pour les accompagner. La première, c'est du coaching professionnel. Je suis coach professionnel certifié et j'accompagne le chef d'entreprise ou le manager d'équipe. Je les accompagne également avec une offre en formation en management, gestion des conflits, gestion de la performance dans l'entreprise et une formation en management sur toutes les bases du management, y compris la communication interpersonnelle. La troisième façon de les accompagner, c'est avec du conseil en ressources humaines. En tant que RH, je les accompagne à mettre en place des processus RH, et ceci dans les entreprises qui n'ont pas encore de RH, des entreprises de moins de 50 salariés, comme par exemple le recrutement, sur la mise en place d'une gestion de la performance, sur l'accompagnement de développement des équipes, de motivation, d'engagement, tout ce qui va favoriser en fait la croissance de l'entreprise. N'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées s'affichent en bas de cette page. Je serai ravie de faire un point avec vous et de voir comment je peux vous aider à avancer. À très vite. Et on retrouve tout de suite un nouvel invité, Monsieur Benalia Brouche. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjoint au maire de Dax, chargé des sports et associations. Merci d'être avec nous ce matin. On imagine que vous avez une journée légèrement chargée. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'accueillir ici, place de la Fontaine de Chaude, pas loin, et on entend la caravane passer. Donc oui, un emploi du temps très chargé, surtout minuté, pour essayer de se rendre sur chacun des événements parce que ça va vite. C'est sûr. Alors, Dax a une longue histoire avec le Tour de France. Pouvez-vous nous raconter un peu les coulisses de cette candidature et pourquoi il était important pour Dax d'être une nouvelle fois une ville-étape? La candidature, elle a été faite par Monsieur le maire, par le biais d'une lettre qui a de suite touché Monsieur Prudhomme, qui l'a rappelé dans la foulée, chose qui est rare comme il a su nous le souligner, tout simplement parce que c'est l'anniversaire des 93 ans d'André Darrigade et que c'était également lui faire donc cet honneur de recevoir le tour ici, qui passera également devant sa statue. Donc ici à Dax, c'est le tour d'André Darrigade. Et Mont-de-Marsan a su jouer également des coudes avec nous. Et c'est très bien que le département des Landes ait 2 fois le tour qui passe, parce que eux, ce sera la journée de Luis Ocaña. Donc voilà, nous, c'est vraiment le sport, une fête aujourd'hui. Et ça nous fait plaisir de voir autant de monde sur le bord des routes. Alors, cet événement, c'est un vrai coup de projecteur médiatique. Est-ce que ça peut booster le secteur touristique et tous les acteurs qui en dépendent? La ville de Dax est déjà une ville touristique et thermale. De par le fait qu'on est l'une des premières villes thermales de France, de facto elle est touristique. Et puis on est place de la Fontaine d'eau chaude, lieu emblématique, mais aussi de là où par le tour les arènes. Donc bien sûr c'est 190 pays sur lesquels va être rediffusé le tour. Donc la ville de Dax va avoir vraiment un coup de projecteur, ça nous fait énormément plaisir. Économique également, parce qu'on le sait, 1 euro investi ça rapporte 4 euros, pas forcément à la ville, mais à son tissu économique, que ça soit aux hôteliers, aux restaurateurs et à tout un secteur. Donc
ça nous fait énormément plaisir. Et en tant qu'adjointe au sport, au-delà de cette fête du cyclisme aujourd'hui, quel bilan tirez-vous de cette saison? Est-ce qu'il y a eu des événements, des réussites ou des projets qui retiennent particulièrement votre attention? J'ai pas. Par rapport à, enfin, autre que la fête du cyclisme, est-ce que quel bilan vous tirez de cette saison? Ah ben, le bilan est plus que positif. Dax, ville sportive, et pas que. Associative également, puisque je suis également adjoint aux associations. C'est une ville très dynamique avec 468 associations, dont 100 dans le secteur du sport. On a vu l'US Dax Rugbyland qui monte en Pro D2. C'était des choses inespérées. On s'était donné 5 ans avec le club pour porter un tel projet. Ça s'est fait au bout de la première année. Mais également le basket avec le DGB qui a un NM2, avec un autre club qui le rejoint, c'est-à-dire 2 clubs en Pro masculine 2, la DB. Et donc, c'est tout... le vélo avec l'USD Cyclisme qui porte également ce projet du Tour avec Madame Rousteau que vous allez accueillir ici ou que vous l'avez accueilli, qui a été également quelqu'un qui dans les coulisses s'est activé pour que nous puissions recevoir le Tour à Dax. Donc Dax, ville sportive, on recevra l'équipe de France d'escrime également en stage. Ils viendront également peut-être en préparation avant les Jeux de Rio. Nous sommes terre de jeux 2024. Nous allons en recevoir 2 délégations, rugby à 7, escrime. La liste est longue, on pourrait y passer des heures. Merci beaucoup Amine Benaya-Brouche d'avoir pu libérer un peu de temps pour nous. On vous laisse retourner à vos obligations et puis courage pour cette journée un peu sportive. Eh bien, c'est moi qui vous remercie et qui remercie tout le monde et je souhaite surtout une excellente journée également à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était complet. Oui, merci. Nous allons désormais retrouver Loïc d'Artiguelong. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Vous êtes secrétaire de l'association Cyclo-Chalosse-sur-Sang et vous êtes un immense champion puisque vous avez franchi la ligne d'arrivée sur le circuit Nogaro avant tout le monde. Exactement, bon, il faut dire que quand on part 25 ou 26 jours avant les coureurs, on a de grandes chances d'arriver avant eux. Donc ça a été chose faite, on est arrivé, un super circuit, superbe journée en plus. Donc vous avez fait une reconnaissance d'étape pour France Bleu Gascogne. Comment c'était? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Alors la principale difficulté, le parcours en soi, toute la Chalosse c'est assez simple. La difficulté a été le vent. On a eu énormément de vent de face, toute la partie. Et après, il faut dire qu'arriver dans le Gers, le Gers c'est un secteur très mal plat en fait. C'est vraiment que des toboggans, monter, descendre. C'était un parcours vraiment exigeant, vraiment. On y est arrivé. Alors le sprint à Notre-Dame des cyclistes, l'arrivée sur le circuit de Nogaro, est-ce que vous avez un endroit préféré ou plus généralement quel sentiment procure le fait de parcourir une étape du Tour de France? Alors déjà le premier superbe sentiment que j'ai eu, c'est moi en tant qu'amoureux du Tour de France, c'était un rêve de gosse de faire l'étape carrément du début à la fin. On a fait les 180 km, on a mis 6 heures de temps, on a fait du 30 à l'heure de moyenne, c'était superbe. Rien que ça me suffisait. Donc après c'est vrai qu'on s'en est beaucoup vu avec le vent qui était complètement défavorable. Mais voilà, le sentiment principal c'était la joie d'être sur ces routes là et de faire ce que vont faire les grands champions après quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Cyclo-Chalosse-sur-Sang? Donc vous avez inauguré une nouvelle compétition cette année, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors à l'initiative de Philippe Cazobon, c'est l'ancien président du Stade Montois Rugby que je connais un petit peu. Du coup on discutait autour de rien, on a eu une envie. On est à l'origine tous les deux sortis du rugby et passionnés de cyclisme. Et on a eu l'envie de créer une cyclo-sportive parce que malheureusement on n'avait plus grand chose pour les cyclistes amateurs comme nous. Une cyclo-sportive en Chalosse-sur-Sang qui accumulait un bon nombre de côtes. Donc on a réussi à faire un parcours de 145 km avec 2000 mètres de dénivelé pour que vraiment tout le monde puisse se mesurer. Et donc pour créer cette cyclo-sportive, on a dû créer un club. Donc le club s'appelle Cyclo-Chalosse-sur-Sang, il est basé à Saint-Sevé. Et pour l'instant on est très peu de membres, mais on va s'étoffer au fur et à mesure. On y va tranquillement, étape par étape. Et un petit pronostic pour finir peut-être, est-ce qu'un Français peut nous faire vibrer peut-être cette année? Alors nous faire vibrer sur les étapes du Tour, on a déjà eu Victor Lafay à Saint-Sébastien qui nous a fait vibrer. Je crois pas trop cette année en Julien Alaphilippe, honnêtement il n'est pas du tout en forme. Je pense pas qu'il y aura trop de coups d'éclat des Français, je les sens un petit peu en dedans. Et notamment sur les arrivées au sprint, il n'y aura aucun Français, on n'en a aucun qui peut se mesurer à Philipsen ou Jacobsen ou autre. Mais voilà, pourvu qu'ils montrent le maillot, qu'ils s'éclatent les mecs, nous c'est ce qu'on demande quoi. En tant qu'amoureux du cyclisme, nous ce qu'on veut voir c'est des mecs qui s'amusent. Ils gagnent pas, mais qui montrent le maillot, qui s'éclatent. Eh bien merci beaucoup Loïc d'Artiguelong d'avoir été avec nous et bravo pour votre performance surtout parce que c'est pas rien de réaliser une étape du Tour de France. C'est vrai. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.
Alors tout de suite, retrouvons un nouvel extrait de l'interview d'André Darrigat qui nous parle cette fois-ci de confit de canard. C'est drôle que je vais vous raconter quand même. À ce moment-là, j'avais pas trop d'argent et ma grand-mère m'avait préparé du confit de canard. Et j'avais une gourde avec du vin dedans. Et avant la course, j'ai mangé donc du confit de canard et j'ai bu un coup de vin rouge. Et je suis parti donc au Veldiv, qui était à 200 mètres de là. Et là, il fallait montrer la licence. La personne qui s'occupait donc du contrôle m'a dit « D'où viens-tu, môme ?» Alors, je dis « Je viens de Dax ». C'est comme ça qu'on m'a baptisé Darrigat de Dax, avec mon accent que j'avais. Et alors, il m'a dit ben, « T'as fait des frais pour rien, môme. Ce soir, le Rital, il gagne les 2 doigts dans le main. » Et le Rital s'appelait Antonio Aspes, qui était champion d'Italie, qui a été après 8 fois champion du monde de vitesse. On a donc couru les éliminatoires à nouveau, et me voilà qualifié pour la finale à 3. Et là, il y a Roger Lapévy qui était là parce que Guy faisait les 6 jours avec Brunel. Il a regardé mon vélo, il a vu que ma arrière n'était pas... le boyau était... Il a fait décrocher par le mécano de Guy une roue de rechange de Guy Lapévy. Il l'a fait mettre sur mon vélo, il s'est occupé de moi. Et il m'a dit, si tu pars en tête, l'Italien, il ne peut pas te remonter. Parce que je t'ai vu faire en demi-finale et tout. Bon. Et alors finalement, je suis parti en tête dans cette finale et j'ai gagné devant Maspes. Merci beaucoup André Darrigat pour cette anecdote sur le confit de canard. Alors nous vous rappelons que vous avez la possibilité de gagner un polo officiel du Tour de France ainsi que 2 coffrets des Madeleine Lamotte. Pour participer à ce concours, c'est très simple, rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram de Solidax. Il vous suffit ensuite de vous abonner à notre page, si ce n'est pas déjà fait, et de mentionner 3 amis en commentaire de cette publication qui sortira donc ce soir. Et un gagnant sera tiré au sort parmi tous les participants d'ici la fin de la semaine. Alors bonne chance à toutes et à tous. Tout de suite, nous vous proposons un 3e extrait de notre interview avec le lévrier des Landes André Darrigat. Il nous parle des nombreuses marques de reconnaissance qu'il reçoit depuis plusieurs années maintenant. On l'écoute. C'est extraordinaire, hein, parce que c'est vrai, avec tout ce qui se passe en ce moment, là, avec le départ de la 4e étape qui va avoir lieu à Dax et tout, je suis sollicité, des coups de téléphone, des journalistes qui viennent me voir. Non, je suis très touché de ça. Je n'ai pas été oublié, quoi, disons. On se rappelle encore de moi et ça me va droit au cœur. Chers téléspectateurs, ce direct touche à sa fin. La caravane va bientôt s'élancer depuis cette place de la Fontaine Chaude et ce sera au tour des coureurs de partir aux alentours de 13h10. Alors merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment à nos côtés, au plus près de cette 4e étape du Tour de France. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé à la réalisation de cette émission en direct. La journée n'est bien sûr pas terminée puisque notre équipe va se téléporter afin de vous faire vivre cette arrivée tant attendue sur le circuit de Nogaro. Alors surveillez bien les réseaux sociaux de Solidax. Nous revenons très vite. C'était Axel Abadi et Olivier François à la réalisation de cette émission. Je vous dis à tout à l'heure et on se quitte sur des images en hommage à André Darrigat, à Naros et à Notre-Dame des cyclistes. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous en direct pour suivre cette étape du Tour de France. Nous étions à Dax tout à l'heure pour le départ, nous voici désormais tout près du mythique circuit Paul Armagnac de Nogaro pour une arrivée spectaculaire. Les coureurs auront parcouru aujourd'hui plus de 181 km à travers les Landes et le Gers. Je rappelle également que nous vous laissons la chance de gagner un polo officiel du Tour de France ainsi que 2 coffrets de Madeleine Lamotte.
Pour participer à ce concours, c'est très simple. Rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram de Solidax. Vous y trouverez dès ce soir une publication dédiée à ce concours. Il vous suffit ensuite de vous abonner à notre page si ce n'est pas déjà fait et de mentionner 3 amis en commentaire de cette publication. Un gagnant sera tiré au sort d'ici la fin de semaine parmi tous les participants. Alors bonne chance à toutes et à tous. On retrouve maintenant Axel Abadi en direct à son micro avec le maire de Dax, Christian Peyret. Christian Peyret, vous êtes le maire de Nogaro. J'imagine qu'être ville étape dans ce Tour de France, c'est une grande fierté. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente pour une ville de 2000 habitants? Alors pour une ville de 2000 habitants, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, parce qu'on est dans le concert des grands habituellement sur des arrivées Tour de France, et de l'avoir pu décrocher cette arrivée à Nogaro, c'est quand même assez exceptionnel. Il est vrai qu'on a une infrastructure avec le circuit de Nogaro qui nous permet de réaliser des événements toute l'année, donc de grande capacité, et donc l'arrivée du Tour de France c'est quelque chose qui pour nous était réalisable, et aujourd'hui on se rend compte que c'est exceptionnel. Racontez-nous un peu les coulisses de cette candidature. Qu'est-ce qui a convaincu ASO de venir ici? Est-ce que c'est effectivement le circuit comme vous le mentionnez, ou est-ce que ce sont d'autres atouts? C'est-à-dire que nous sommes partis de loin. Depuis 2017, nous sommes candidats pour une étape, au départ, arrivée, départ, on ne savait pas trop. Et donc, on a été candidats. Les années Covid ont fait qu'on n'a pas poussé cette candidature. Mais l'an dernier, quand on a vu que ça partait d'Espagne, donc on s'est dit que là, peut-être il y a une opportunité. Et alors là, on a ouvert des portes parce que c'est nécessaire. Donc j'ai des amis qui sont des amis de ASO Tour de France et qui nous ont permis de valoriser un peu cette étape à travers le circuit. Donc il y a reçu des techniciens pour l'évaluation et qui ont trouvé le site exceptionnel. Donc voilà comment ça s'est passé. Mais tout ça, ça a été aussi l'idée de quelques amis en 2017 et qui nous ont permis de pouvoir aussi candidater parce qu'on s'est lancé un défi avec plusieurs personnes, notamment il y avait André Diviès, l'ancien directeur du circuit, il y avait Jean-Pierre Pujol, il y avait Jean-Pierre Parot, Jacques Barthes, Jean-Claude Drouard et moi-même. Et le soir d'un critérium, on s'est pris à rêver autour d'un verre de floc, parce que c'est important, d'un petit moment convivial, et on s'est lancé ce défi. Et ce défi aujourd'hui, c'est l'aboutissement de quelque chose qui a mûri pendant des années et qui nous a permis de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Et malheureusement, donc Jean-Pierre Pujol et André Divier ne sont plus là, mais on est très heureux de pouvoir perpétuer leur projet à travers cet événement. Justement, vous parlez d'un critérium, et c'est aussi le sport qui fait qu'on est là aujourd'hui, que ça a une symbolique. On est 50 ans après la victoire sur le Tour de France de Luis Ocaña, qui est un champion quasi local. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de Luis Ocaña? Luis Ocaña est un champion local qui a gagné le Tour de France en 1973, donc il a fait 50 ans. C'était un enfant du pays puisqu'il a quand même vécu sur Magnan, mais il a aussi son vignoble sur les terres à côté de Nogaro qui est copain d'Armagnac. Et pendant des années, il a travaillé sur une exploitation familiale. Et donc on est heureux aujourd'hui aussi, 50 ans après, de pouvoir honorer sa mémoire de ce grand champion qui malheureusement aurait dû gagner d'autres titres, mais par contre, par moment de malchance, il n'a pas pu tout réaliser de ses rêves. Mais il avait un palmarès, c'est quand même assez exceptionnel. Donc on est fiers de pouvoir aussi associer donc, cet événement à la mémoire de Luis Ocaña. Un bel hommage. Merci Christian Peyret. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci Christian Peyret, maire de Nogaro. On vous retrouve tout de suite Axel Abadi en direct avec Caroline Diviès, directrice du circuit. Bonjour Caroline Diviès, vous êtes la directrice du circuit de Nogaro. J'imagine que c'est une immense fierté d'être le théâtre d'une arrivée d'étape cet après-midi. Oui, c'est réellement la cerise sur le gâteau. Nous sommes habitués à des événements tout au cours de l'année, durant des décennies, nous avons tout fait. Et là franchement aujourd'hui, waouh. On imagine que c'est beaucoup de stress, beaucoup de préparation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se sont passées ces dernières semaines ? Oui, ça a été très rapide parce que je m'étais toujours imaginé que le Tour de France c'était des années de préparation. Et en fait non, j'ai appris fin septembre que c'était pour cette année. Donc oui, voilà, on a reçu les cahiers des charges, mais vous savez, j'ai une équipe qui est très organisée, on a vraiment l'habitude des gros événements, donc on a pris le cahier des charges. On a beaucoup travaillé avec les équipes ASO, on n'est pas forcément très habitué au vélo, mais après tout, qui peut le plus peut le moins, entre guillemets. Hein. Le moins, parce que quand je vois cet événement, c'est plutôt très gros. Mais ouais, beaucoup de stress, beaucoup de préparation, mais je suis absolument enchantée du résultat final.
Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler du circuit de Nogaro plus largement pour ceux qui ne connaissent pas trop cette piste et qu'est-ce qu'on peut y voir tout le long de l'année? Alors, le circuit de Nogaro, c'est déjà le plus vieux circuit de France, puisqu'on a plus de 60 ans d'existence. C'est 320 jours d'activité dans l'année, donc c'est 7 millions d'euros de retombées économiques sur tout un canton. C'est pas moins de 19 compétitions dans l'année, des essais tous les jours. C'est de l'auto, de la moto, du camion, du kart, du vélo, puisque nous avons la chance d'organiser, enfin non, nous avons la volonté d'organiser tous les mercredis de l'été des soirées pistes libres, ouvrant la piste à tout ce qui n'a pas un moteur. Voilà, donc on est dans cette dynamique. De dire toujours plus et on cherche toujours à se compliquer la vie, mais qu'est-ce qu'on est content de se la compliquer. Alors, avoir des vélos sur le circuit, je suis hyper fier. Bon, je fais pas beaucoup de vélo, mais le peu que j'ai eu faire à cette piste, je peux vous dire que le revêtement est très abrasif, donc ok, ils vont voir que c'est large, mais autant vous dire que ça va freiner. Non, je suis réellement enchantée. D'autant que pour quand même une petite anecdote, mon papa qui a dirigé le circuit pendant des décennies en a rêvé tout au long de sa vie. Donc aujourd'hui, depuis ce matin à 5 heures, je ne pense qu'à lui. En me disant, tu l'as voulu, on l'a fait. Monsieur le maire de Nogaro a eu cet élan et tout s'est bien goupillé. Christian Prudhomme, l'historique, Luis Ocaña. Franchement, je suis très très fier. Le Tour de France, c'est la Formule 1 du vélo. Et nous qui avons une homologation Formule 1 mais qui n'avons jamais eu le Grand Prix pour des questions X ou Y, là aujourd'hui on a la Formule 1 de quelque chose. Et c'est vraiment une énorme satisfaction pour moi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Il va être temps de se quitter. Cette journée spéciale Tour de France sur Solidax touche à sa fin. Nous étions ce matin avec vous au départ de Dax et nous voilà maintenant à Nogaro sur le circuit Paul Armagnac pour l'arrivée. Nous espérons que vous avez passé un bon moment à nos côtés avec de nombreux éclairages sur la perception locale de cet événement à portée mondiale. Un joli coup de projecteur sur notre région de cœur. Tous les contenus sont disponibles en replay sur les différents réseaux de Solidax, alors n'hésitez pas à partager tout cela avec vos connaissances. Je rappelle également que vous avez l'opportunité de gagner un polo officiel du Tour de France ainsi que 2 coffrets des Madeleine Lamotte. Pour participer à ce concours, c'est très simple. Rendez-vous sur les pages Facebook et Instagram de Solidax. Vous y trouverez dès ce soir une publication dédiée à ce concours. Il vous suffira ensuite de vous abonner à notre page si ce n'est pas déjà fait et de mentionner 3 amis en commentaire sous la publication. Un gagnant sera tiré au sort d'ici la fin de la semaine parmi tous les participants, alors bonne chance à vous. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouvel événement en direct sur Solidax. Bonne fin de journée.